Donc nous avons une très belle assemblée de 6 partenaires que je laisserai se présenter. Je vais simplement vous dire donc, que l'exposition commence samedi à 13 h. Elle occupera toute cette partie-là et aura lieu jusqu'au 24 novembre. Donc vous verrez une très grande variété de ce qu'on peut faire dans le domaine des gravures grâce à nos 3 partenaires, Arrache-toi un œil, la Fanzinothèque de Poitiers et l'éditeur du Dernier Cri, qui sont représentés ce soir en grande partie. Donc je laisse tout de suite la parole à Virginie Manard qui va nous présenter comment va se passer la table ronde. Je parle Valérie Manard. En fait, comme on a dit toutes les deux, voilà, c'est pour ça. Bonsoir. Donc là, donc c'est une table ronde sur Mais comment ça fait? Je sais pas, c'est magique. Arrête de mettre des mauvaises. Bon, ma torture va se faire passer un seul micro. Ouais, il marche pas. Allô. Hey, ça marche. Excusez-moi. C'était pas prévu. Là, il y en a qu'un sur 2 qui marche. C'est à cause de lui. Il nous demande d'aller, il devait rentrer. Bon, bah sinon, tant pis, on va faire avec un seul micro. Donc, en introduction de notre focus sur les gravesines, comme l'a annoncé Agnès, on va faire un petit débat table ronde ce soir sur les thèmes gravesine et micro-édition, similitudes et différences. Donc, je vais vous présenter les différents intervenants. Donc, à ma gauche, Virginie Diobard, qui est la directrice de la Fanzinothèque de Poitiers. À ses côtés, André Ospina, qui est cofondatrice de la bibliothèque de micro-édition Le Triple A et des éditions Maison Maison. À côté d'elle, Anne Balanan, qui est aussi cofondatrice de la bibliothèque Le Triple A, la bibliothèque spécialisée dans la micro-édition, et bibliothécaire à l'ESI de Angoulême et Poitiers, Angoulême, qui a initié aussi un fonds de micro-édition au sein de sa bibliothèque. À ma droite, Paquito Bolino, qui est le cofondateur. J'ai des comics sur ma droite. Donc Paquito Bolino, cofondateur du Dernier Cri, maison d'édition. Paquito Bolino est artiste, sérigraphe, et il a créé il y a 25 ans le Dernier Cri, qui est un atelier de sérigraphie et une maison de micro-édition. Et à ses côtés, Dave Guedin, qui est artiste, donc qui est là ce soir en tant que BDiste, tatoueur, pédophile, artiste complet, et qui a participé à de nombreuses publications aussi au sein du Dernier Cri. Voilà. Donc, je vais un peu laisser la parole à chaque intervenant pour qu'il se présente un petit peu plus en profondeur. Virginie, tu présentes la Fanzinothèque de Poitiers. Bonjour. Alors, donc je suis la directrice de la Fanzinothèque de Poitiers. La Fanzinothèque de Poitiers, c'est avant tout un centre de ressources, qui est un des centres de ressources les plus importants en Europe par rapport au nombre de fanzines, de micro-éditions, de gravesines, d'auto-éditions, de journaux alternatifs, hein, en gros vraiment de publications en dehors des publications auxquelles on est habitué. Une des plus grandes collections en Europe, puisque la Fanzinothèque de Poitiers rassemble en tout 55 000 ouvrages. En plus d'être ce centre de ressources... est-ce que vous m'entendez sans micro? Très bien. Est-ce qu'au niveau du son, c'est possible d'enregistrer sans micro?
Ce serait mieux avec la C'est mieux avec le micro. Alors on réessaye. Mais ça marche. Allô? Ah, ça marche. Alors oui, la fanzinothèque, c'est... Voilà. Alors, je vais donc laisser Paquito présenter la fanzinothèque. Ça marche plus. Alors, je vais essayer. Oui, on dirait que ça fonctionne. Ok. En plus d'être ce centre de ressources, en fait, nous, on organise des expositions. Enfin, l'idée, c'est vraiment aussi de valoriser les créateurs de fanzines contemporains. Donc, on organise des expositions au sein de la fanzinothèque, à savoir que la fanzinothèque se trouve dans le confort moderne, qui est et un centre d'art et une SMAC, une salle de musique actuelle. Donc, en fait, sur ce site, qui fait 3000 m², on peut vraiment passer d'une pratique à une autre pratique. Donc, enfin voilà, tout ça pour dire que les éditions qu'on réalise, puisqu'on a aussi un atelier d'impression, avec un atelier de sérigraphie et une RISO, enfin une machine qui fait du numérique. Donc les éditions qu'on produit, tout comme certains artistes qu'on peut inviter, viennent parfois de la musique, parfois de l'art contemporain et parfois vraiment plus du fanzine pur et dur. À côté de ça, dernière chose, nous on organise aussi des interventions, c'est-à-dire qu'on va faire des ateliers avec différentes personnes, différents publics, des ateliers durant lesquels on réalise des fanzines. Parfois, on parle de fanzine trace. Par exemple, c'est comme si durant cette assemblée, en fait, quelqu'un était en train de prendre des notes et à la fin de l'assemblée, on va sortir un fanzine. Enfin, juste, c'est aussi une nouvelle, je ne sais pas si c'est une nouvelle, mais une autre manière d'aborder le fanzine. Je crois que j'ai à peu près fait le tour des activités de la fanzinothèque. Si je reviens sur la collection, on essaie au maximum de cataloguer tous les nouveaux arrivages, tous les nouveaux fanzines qui arrivent chaque mois. Il y en a à peu près une centaine qui arrivent tous les mois, et aussi d'en numériser certains. Donc en allant sur le site de la fanzinothèque, vous retrouvez un catalogue dans lequel, à partir de mots-clés, vous allez pouvoir retrouver des fanzines. Vous avez des questions? Est-ce qu'il y a un dépôt légal ou ça se Non, en fait, lorsqu'on parle de fanzine, la plupart du temps, ce sont vraiment des publications sauvages, donc d'où l'importance de cette collection. En fait, là, on a sorti différents fanzines, différents gravzines, micro-éditions. Enfin, à chaque fois, j'aime utiliser plusieurs mots parce que, on va le voir, il y a vraiment des définitions différentes. Pour moi, l'une des premières définitions, c'est publication sauvage. Enfin, même si certains ont des ISBN, la plupart, ce sont vraiment des ouvrages qui sont faits sous le manteau sans demander un ISBN. Donc là, je ne pourrais pas vous dire combien sur les 55 000 ont un ISBN et combien n'en ont pas, mais la plupart n'en ont pas du tout. Les numérisations, elles sont visibles à distance aussi? Certaines numérisations sont visibles à distance, donc tout dépend, puisque en fait, pour numériser un fanzine sur Internet, on demande à son auteur les droits. Donc certaines personnes acceptent, d'autres n'acceptent pas, acceptent qu'on le numérise, mais n'acceptent pas qu'il soit sur Internet. Donc il y a plusieurs chercheurs qui nous demandent de numériser des ouvrages. En fait, ce sont des ouvrages qu'on a numérisés, qu'on ne divulgue pas sur Internet. Il y en a environ 3000 qui sont numérisés sur Internet. Sur 55 000. Tous sont catalogués, 3000 sont numérisés. J'ai mal entendu. Depuis quand est-ce que la fanzinothèque existe? C'est une bonne question puisque je ne l'ai pas dit. La fanzinothèque existe depuis 1989. D'où le fait que la collection soit très importante puisque petit à petit, les fanzines arrivent et arrivent encore. C'est un des projets les plus anciens. Enfin, j'ai parlé des plus importants en Europe, c'est aussi un des plus anciens, voire le plus ancien. Et est-ce que c'est ouvert au public et on peut consulter librement? Oui, complètement. En fait, le site est ouvert du lundi au vendredi de midi à 18h et durant les soirs d'événements au confort moderne. Donc lorsqu'il y a des concerts qui sont organisés, des vernissages, des performances, en règle générale, on ouvre la fanzinothèque pour que les personnes qui viennent écouter de la musique puissent aussi découvrir des fanzines.
Autre chose, en étant adhésion de l'association, il est possible d'emprunter les ouvrages. Nous on considère que c'est pas la même chose en fait de découvrir un ouvrage durant quelques minutes dans une bibliothèque, enfin quelques minutes ou quelques heures, hein, j'exagère, et vraiment de le découvrir chez soi. Donc on permet une adhésion à raison de... Enfin une adhésion. Le prêt de fanzine à raison de 3 fanzines toutes les 3 semaines. Je crois que j'ai fait le tour. Je laisse donc la parole en vous. Bonjour, je m'appelle André Ospina et je mène différentes recherches autour de... différentes activités autour de la micro-édition du livre d'artiste, à la fois de la recherche, de la production, puisque je fais aussi des éditions et à la fois des activités de diffusion. Alors je ne sais pas si on se disait juste avant que c'était une question un peu de définition, je ne sais pas, je ne vais pas me lancer dans une question de définition tout de suite, mais quand je lis livre d'artiste, on va en avoir des exemples ici. J'entends plutôt pas des ouvrages précieux, j'entends plutôt des ouvrages qui sont imprimés de manière industrielle, qui sont faits sur ordinateur souvent et qui sont tirés un certain nombre d'exemplaires, donc qui rentrent dans la micro-édition et non pas des livres qui sont rares ou précieux. Donc j'ai une activité de recherche universitaire sur ces objets-là et sur les artistes qui les produisent. C'est pas moi, c'était réglé là. Et au niveau de... Ah, là ça marche. Et ensuite, j'ai aussi une activité d'édition et à la fois d'édition et de diffusion. J'ai créé une sorte de microstructure qui s'appelle les éditions Maison, donc derrière lequel j'édite des éditions imprimées mais aussi numériques. Et derrière laquelle aussi j'organise des événements où je crée des blogs qui me servent à diffuser le travail d'autres personnes. Donc par exemple des blogs qui sont des blogs ressources avec comme un peu une sorte de bibliothèque en ligne où je catalogue un certain nombre d'ouvrages sur un même thème. Donc mon travail est beaucoup axé sur, mon travail artistique, je considère que c'est mon travail artistique, est beaucoup axé sur montrer ce que les autres font et sur les livres que les autres font en l'occurrence. Et donc aussi au niveau de la diffusion, donc avec Anne qui est là, on a confondé avec une troisième personne qui s'appelle Amélie, qui n'est pas là ce soir, une bibliothèque d'édition graphique qui s'appelle le Triple A, qu'on a fondé à Rennes et qui consiste en un fonds de micro-édition qu'on déplace d'événement en événement, comme sur des salons ou des expositions par exemple. Et c'est un fonds qui contient, c'est beaucoup un travail, c'est toujours des livres qui ont un travail sur l'image, sur le côté graphique, visuel. Donc à la fois photographie, dessin, poésie, bande dessinée, c'est un fonds qui est assez vaste. Et je passe peut-être le parole. Justement, peut-être sur les questions de définition. C'est quoi? Vous mettez des pieds. Ça marchait très bien tout à l'heure. C'est pas grave, c'est revenu. En fait, ce qui nous a amené à monter le Triple A, c'est qu'on s'était rendu compte qu'il y avait un certain nombre d'éditions qui avaient des similitudes et des différences justement, donc au niveau du contenu, plutôt des différences entre la bande dessinée, la photo, la poésie, mais qui avaient tout pour lien d'être micro-édité et peu diffusé. Donc je pense que, on en parlera plus tard, mais je pense que la question de la diffusion, autant pour le graphisme que pour la micro-édition, il y a quelque chose de crucial, je pense, là. Pour me présenter, moi, suite au Triple A, ça fait 1 an et demi que je suis bibliothécaire à l'École des Beaux-Arts d'Angoulême.
dans lequel j'ai monté un fonds de micro-édition, un peu sur le même schéma, axé plus sur la bande dessinée et l'illustration, parce que la bande dessinée est enseignée à l'École des Beaux-Arts à Angoulême, mais qui s'étend aussi sur le livre d'artiste, sur l'illustration, la photo, la poésie, le graphisme. Et donc l'idée pour faire vivre cette collection, c'est de proposer aux étudiants différentes choses, notamment avec le AAA et Virginie de la Fanzinothèque. On a organisé l'année dernière une journée autour de la micro-édition, donc de présentation d'édition et de discussion autour de ces thèmes-là. Et aussi, j'ai monté un atelier de construction d'immeubles, donc de réfléchir à la manière dont on peut à la fois conserver et montrer ces éditions qui sont pas que des livres, en fait, pour certains, qui ont aussi un aspect artistique qui vise à être montré comme exposé, en fait. Voilà. Ça marche. Alors moi, je suis Paquito Bolino, dictateur artistique du dernier cri. Et ça fait 25 ans que je fais des livres, mais pas que des livres. L'intérêt de tout ça, c'est pas les livres, l'intérêt de tout ça, c'est la diffusion d'une contre-culture qui a commencé dans les années 70, par exemple, en France, avec le punk. Et c'est pour ça que la Fanzinothèque, par exemple, quand ça a commencé, c'était plutôt axé sur les fanzines musicaux. Parce qu'à l'époque, dans les années 80, les seuls supports qu'il y avait pour ce type de graphisme, c'était les pochettes de disques, les affiches de concerts et les magazines, les fanzines donc, qui étaient les fanzines de rock, de punk, post-punk, et qui passaient dans les marges, toujours dans les marges, les dessins de ce type de dessinateur. Moi j'ai commencé donc en dessinant des pochettes de disques, ou travaillant avec un magazine de Bordeaux qui s'appelait Loi avec Taxpayer, où on peut trouver tous les numéros à la Fanzinothèque. Où j'ai commencé là à travailler avec des artistes du monde entier qui faisaient aussi ce type de graphisme. Et après, j'étais à Paris. Et à Paris, je me suis rendu compte qu'il y avait plus de structure éditoriale à l'époque. Et donc, comme beaucoup d'artistes, j'ai monté ma propre structure d'édition. Ça a commencé dans un squat en banlieue parisienne, qui s'appelait le KS. Il y avait un atelier sérigraphique qui ne servait à rien. Et là, j'ai fédéré les gens qui tournaient autour de la librairie Le Regard Moderne, un regard moderne qui existe toujours. Et c'est comme ça que j'ai commencé le dernier cri. Après, j'ai déménagé à Marseille pour avoir de la place, pour pouvoir monter une vraie unité de production graphique, avoir une base solide, une arcada efficace. Et ça s'est fait à Marseille, donc ça fait plus de 20 ans que je suis à Marseille et que j'ai pu faire des livres avec, je sais pas, peut-être 300 auteurs du monde entier, monter des expositions, faire des films d'animation. Et dans la petite salle tout noire, tout au fond, là, dans ce donjon, sont présentés les livres qu'on a édités les 10 premières années, qui sont épuisés. Mais là, c'est éteint, donc il faudra revenir vendredi, quand ça sera illuminé. Samedi, à partir de... Non, vendredi, c'est le vernissage. Et il n'est pas le vernissage, vendredi. Pour une fois qu'il y a un truc à boire ici... C'est sur invitation pour eux. Ils sont tous invités, voilà. Alors moi je suis Dave Guedin, je suis auteur au dernier cri. J'ai rencontré Paquito Bolino en 2004 je crois. À la base j'étais webmaster, je faisais des peluches aussi à côté, que je vendais sur un site. Webmaster. Pour webmaster. On va voir. Chris Doll c'est tout. Et en fait j'ai rencontré Paquito par le biais de son site internet de l'époque qui était pourri. Et je l'ai fait remarquer par un mail, il m'a dit bah, c'est malin, t'as qu'à le refaire. Et donc j'avais commencé à fréquenter cette personne. Et pour me payer, vu qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent au dernier cri, ils n'ont toujours pas beaucoup d'argent, ils m'ont laissé la liberté de prendre tous les livres que je voulais. Donc déjà c'était cool. Je me suis servi dans les livres que j'aimais bien parce qu'ils étaient beaux, enfin ils sont toujours beaux. Et puis après il m'a dit bah, si tu veux imprimer un livre, fais-le au dernier cri. Et donc j'en ai fait, on a fait un livre, j'ai appelé mon frère, et on a fait les frères Guedin, et on a fait une première. Oh non, au début, ça s'appelait même pas les frères Guedin, on n'avait pas le nom. Et on a fait une première édition et que nous on vendait sur Paris, au Art Factory à l'époque, ou ailleurs, ou sur internet, et puis ça nous avait bien plu. Et du coup, après,
On a fait d'autres, donc on a écrit, dont par exemple celui-ci, Mémoire de bâtard. Là c'est le 2, il y a eu le 1. C'était un peu une réponse à la BD qu'il y avait à l'époque, vachement autobiographique, mais auto-centrée. Les gens se mettaient beaucoup en valeur. Donc j'avais pris le parti avec mon frère de faire un livre où on racontait que les crasses qu'on s'était fait, qu'on avait fait à d'autres, et enfin tout le sale, pour qu'on nous déteste et qu'on ne soit pas, qu'on se mette pas en valeur. Quoi. Donc, vous avez bien fait de faire ça. Après, moi j'avais travaillé avec des handicapés mentaux et physiques, et j'arrêtais pas d'en parler à Paquito. Paquito m'a dit, mais ça, faut que tu passes en BD. Et nanani, nanana, et comme il parle un peu énervé. Et moi j'avais donc créé ma propre petite structure d'édition. On s'est juste auto-publié nous, qui s'appelait Taste Cool. Taste Cool. Donc on a fait comme ça notre BD sur les handicapés mentaux avec qui j'ai travaillé, enfin les personnes en situation de handicap. Le public empêché, on dit. Ouais, on dit comme ça. Donc on a fait en 3 parties comme ça. Et puis on le vendait sur internet ou dans les festivals dans lesquels on s'incrustait. Et puis ensuite on s'est dit pourquoi pas le faire éditer si on peut par une grosse maison d'édition. Et Lewis Trondheim, on lui a envoyé les 2 premiers. C'est une grosse maison d'édition. J'ai été au label Shampoing de Delcourt et lui il a adoré tout de suite. Et du coup quand le 3e volet de ce BD est sorti, et bien là il a édité quasiment celui-ci en même temps. Donc autant vous dire que le 3 on l'a pas vendu beaucoup. Pourtant la couverture est mieux que celle-là. Évidemment. Et ça c'est le choix de Trondheim. On avait choisi un truc qui était vachement mieux, mais Trondheim a fait son caca. Nerveux. Les directeurs de collection, il faut que ça. Ouais. Donc voilà, dernier. Vous avez des questions sur le Lewis Trondheim? Il ressemble à Louis de Funès, un peu plus gros. Ouais. Il y a une casquette souvent. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? Voilà, maintenant, enfin, je suis arrivé au dernier cri en tant que webmaster. Et puis voilà, maintenant je suis auteur de BD et j'aime bien. Là, tu changes de chaîne. Maintenant je vais à des festivals vachement moins rigolos que les festivals de fanzine. Parce que dans la BD c'est beaucoup plus sérieux. C'est à Saint-Malo le week-end dernier, c'était bien, il y avait la mer. Ça. C'est aussi à la mer. C'est aussi à la mer. Et il y a les crottes de chien. Voilà. Alors, voilà, non, mais c'est très bien. La question que je voulais soulever, c'est pas entre Gravzine et micro-édition. Moi, je vois aussi dans le côté Gravzine quelque chose de très manuel, une notion de fanzine qui se fait un peu chez soi, de A à Z, entre la conception, la gravure, le montage. Des 2 côtés de la table, qu'est-ce que vous auriez à répondre à ça? Vous êtes d'accord, pas d'accord? Est-ce que dans la notion entre la différence entre notion de Gravzine et micro-édition, est-ce que vous avez une notion de fait entièrement à la main ou c'est hors sujet, quelque part? Totalement hors sujet, voilà. Totalement hors sujet. Il y a des livres, et il y a des livres qui sont de la macro-édition, il y a de la micro-édition. Il y a de la micro-édition. Des petits tirages, pas forcément fait à la main, mais des choses où l'artiste contrôle l'outil de production jusqu'au bout. Voilà. Oui, mais... Après, le contenu fait que c'est un Gravzine, ou un Gravzine, ou un petit fanzine. Mais non, c'est quel-dedans. Voilà. D'accord. Donc pour toi, la notion de Gravzine, c'est la notion aussi de turbulence graphique. Chaos. Chaos. Turbulence, c'est juste le début. Chaos, c'est là que ça devient intéressant. D'accord. Donc de l'autre côté de la table, vous voulez... C'est plus une question que je me pose par rapport... Je réponds à la question par la question, mais est-ce que aussi le fait de... Enfin, je me demande si le fait que maintenant on ait tous des ordinateurs chez nous, voire aussi des imprimantes, est-ce que du coup dans le côté... Enfin, est-ce que finalement l'impression devient de plus en plus un travail entre guillemets manuel, enfin le fait qu'on puisse chez soi, voilà, imprimer son livre, l'agrafer, etc.
Et finalement, pour moi, c'est tout aussi manuel que peut-être la sérigraphie ou un autre mode d'impression. Enfin, c'est plus une question que je pose. Est-ce que cette notion de manuel, elle évolue pas aussi par rapport au début de Gravzine? J'ai bien, il y a des gens qui faisaient des trucs en photocopie à l'époque. Oui, la photocopie. C'est pas la technique d'impression qui est importante. Ouais, moi je crois que je suis complètement d'accord avec Paquito. Je crois pas que ce soit la technique d'impression qui soit importante, mais par contre, ouais, le fait que ce soit prendre un outil de production et vraiment en fait regarder est-ce qu'à côté de soi on a un photocopieur, est-ce qu'à côté de soi on a de quoi sérigraphier, est-ce qu'on a un biseau. Enfin, en fait, c'est vraiment. Après, ce qui change, je crois, c'est que juste aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile justement d'avoir accès à un atelier de sérigraphie ou accès à un biseau. Enfin, peut-être dans les années 80, c'était beaucoup plus compliqué. Il y avait le photocopieur, il pouvait y avoir de la sérigraphie, mais c'était pas si évident que ça. Donc en fait, on a beaucoup de fanzines qui sont vraiment en noir et blanc. Aujourd'hui, on a des formes qui sont complètement différentes. Mais en tout cas, ouais, se saisir de cet outil. Et je crois aussi, donc là après, je ne sais pas si je parle de Gravzine. En fait, est-ce que vous arrivez à vous en sortir lorsqu'on parle de Gravzine, lorsqu'on parle de micro-édition, est-ce que ça vous parle ou non? Oui. Non, c'est vraiment pour savoir si là on part sur des notions qui sont très techniques ou on continue. Ouais, enfin, ça va pour vous? Ça dépend le nombre d'exemplaires. Ouais, c'est ça en fait. Mais que ce soit pour les Gravzines ou les micro-éditions, enfin les fanzines en général, on est vraiment sur des objets, des ouvrages qui sont édités à peu d'exemplaires et pour le coup qui sont réalisés la plupart du temps par des personnes qui ne sont pas des professionnels de l'édition. Donc après professionnels, amateurs, aujourd'hui tout se mélange et on est un peu tout, mais en tout cas je crois qu'il y a vraiment cette idée d'avoir envie de le faire et de le faire. Et après, encore une fois, tu posais la question du Gravzine, finalement, comment définir le Gravzine? Oui, enfin pareil, je rejoins à peu près, même complètement Paquito sur cette histoire de chaos, sur cette histoire de... Il y a quelque chose, tu parlais de contre-culture, et ouais, complètement pour moi, le Gravzine, il est vraiment lié à la contre-culture, à un moment donné... Et à la drogue. Et à la drogue. Enfin, en tout cas, à un moment donné, vraiment, le fait d'avoir envie de crier quelque chose, et je crois que... On le ressent, même sur des ouvrages... non, c'est des drogués, comme ça. Mais en fait, il y a quelque chose, il y a beaucoup de saturation, il y a des propos qui sont effectivement, qui peuvent être chaotiques, qui peuvent être violents, mais il y a vraiment cette notion de s'inscrire contre quelque chose. La micro-édition, pour moi, les Gravzines font partie de la micro-édition, font partie de tous ces objets. On va dire que récemment, pour moi c'est aussi une histoire d'époque, beaucoup de Gravzines dans les années 90-2000, peut-être 2005. Aujourd'hui, il y a un autre contenu, c'est là on peut revenir à la technique d'impression aussi, qui reviennent, mais en tout cas on a des ouvrages qui prennent des formes différentes. Après, dans le fond, est-ce que c'est vraiment différent? Je crois que tout dépend de la personne ou du collectif qui va réaliser le fanzine. Il y a des fanzines qui peuvent être ultra politiques, d'autres qui le sont beaucoup moins. Il y a des auteurs qui ont envie de montrer leur travail parce que c'est leur travail qui prime, d'autres dans leur travail, ils déplacent la notion de graphisme, la notion de bande dessinée, la notion de dessin. Il y a vraiment beaucoup de démarches qui sont toutes différentes les unes des autres. Mais tu n'as pas parlé de la diffusion aussi. J'ai pas parlé de la diffusion. Veux-tu en parler, Dame? Pas spécialement, mais... Allez, vas-y, t'as commencé, tu parles, bouge-toi. D'ailleurs, pour le site dont je parlais pour Paquito, c'était assez nécessaire à ce moment-là parce que quand j'ai fait le site, il n'y avait pas moyen de vendre les livres du dernier cri autrement que par correspondance, ou par les quelques librairies qui prenaient les livres du dernier cri. Et plus ça allait, plus c'était compliqué. Parce que les livres étaient assez chers et ne se vendaient pas forcément super bien. À partir du moment où moi j'ai mis un système PayPal basique pour vendre les livres en direct, et la diffusion était beaucoup plus simple parce que le dernier cri peut faire mainstream, mais il y a des gens qui s'intéressent à ce que fait le dernier cri dans le monde entier. Donc du coup, c'était en plus, ce qui est avantageux, c'est que quand on envoie des livres à l'étranger, on bénéficie du tarif libre et brochure. Non, c'est encore un peu. Non, c'est 2 kilos, je sais pas quoi. Là. Bah oui, c'est 2 kilos. Enfin, ça s'est macronisé, mais sinon, sinon c'était pratique d'envoyer des livres à l'étranger
grâce à Internet, grâce à PayPal, facilement. Voilà. Et ça fait partie du truc, c'est quand on fait un livre, enfin un fanzine, on a une volonté de faire quelque chose qui va pas être forcément être mainstream. Et puis au niveau de la diffusion, on va essayer de le faire soi-même, quoi. Et grâce à Internet, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui. C'était beaucoup plus simple. Ah non, mais la réalité, c'est que à une époque, il y avait beaucoup de librairies indépendantes en France, par exemple, et en Europe. Il y en a de moins en moins. Moi, quand j'ai commencé le dernier Christ, il y a 25 ans, il devait y avoir 15 points de distribution en France, même des magasins de disques qui vendaient des livres en sérigraphie à l'époque. Et petit à petit, tout ça a disparu, quoi. Donc, par exemple, dans mon cas à moi, il ne me reste plus que 3 points de vente sur Paris, par exemple. Je suis à Marseille, le seul endroit où je vends des livres, c'est dans mon atelier. Donc, dans mon atelier, j'ai fait un espace qui est ouvert au public tous les jours, où je vends mes livres, mais aussi les livres d'autres artistes qui font de l'auto-édition. Et on fait des expos tous les mois avec les artistes qui viennent en résidence faire un livre, parce que c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour diffuser mon travail, en tout cas sur Marseille, parce qu'il n'y avait plus de magasins qui voulaient distribuer ce type de production. Voilà. Par contre, maintenant, il y a Internet. Oui, maintenant il y a Internet. Avant, il y avait beaucoup plus de points de diffusion, même que ce soit libraire, disquaire, mais Internet existait pas. Oui, mais moi, Internet... Est-ce que le dernier cri, par exemple... Internet a sauvé le dernier cri pendant une dizaine d'années, mais là, je me rends compte qu'on va de moins en moins sur Internet. Et en fait, je me rends compte que ce qui est important, et c'est pour ça que je suis là, et c'est pour ça qu'il y a des livres cachés dans cette salle là-bas que vous ne pouvez pas voir parce qu'elles éteintes. Et en tout cas, les livres, il faut les voir en vrai, quoi. Et ce type de livres, si on ne les voit pas en vrai, c'est des livres objets. Pour moi, c'est pas des graphies, c'est pas... En fait, c'est de l'édition. Pour moi, c'est de l'édition d'art, que ce soit en photocopie, que ce soit en sérigraphie. C'est des livres faits par des artistes, donc il faut les voir en vrai parce que c'est une drogue un peu différente que celle que tu peux trouver en librairie traditionnelle. Ne te fâche pas, on en a sorti beaucoup pour montrer aux gens ce soir. Oui, je ne me fâche pas. J'ai écrit le sinon je dis plus rien. Tiens. De l'autre côté, par exemple, André, est-ce que toi, l'activité Internet de tes éditions, c'est ton moyen, c'est ton seul moyen de diffusion, ou est-ce que tu as des points aussi dans les librairies? Pour les éditions que je produis? Oui. Alors, bon, moi je produis pour l'instant assez peu de choses et pour l'instant je les montre encore pas beaucoup, mais je trouve que par contre, en termes de diffusion, j'ai l'impression que les salons c'est vraiment un espace. Alors pareil, je sais pas, par exemple dans les années 80-90, peut-être tu pourras le dire plus mieux que moi, je sais pas comment ça se passait, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, là, ces 10 dernières années, il y a énormément de salons dans énormément de villes différentes. Et donc, ils peuvent s'appeler salon du fanzine, salon de l'auto-édition, salon de la micro-édition, enfin, ils peuvent avoir différentes appellations. Et il y a différentes esthétiques aussi. Enfin, je pense qu'il y a un peu des familles, des écoles, et qu'on retrouve plus dans certains salons que dans d'autres. Et j'ai l'impression que c'est vraiment là aussi l'endroit où le public a accès à ces objets-là, que sinon on va beaucoup sur Internet, sur les réseaux sociaux. C'est là que les artistes aussi se font des échanges, je pense que c'est important aussi, que des bibliothèques comme la Fanzinothèque ou le Triple A à plus petite échelle va aussi pour repérer les artistes, voir ce qu'ils font, leur parler de nos projets de diffusion, etc. J'ai l'impression que c'est un lieu vraiment très important pour la diffusion. Ouais, oui, complètement. En fait, je pense vraiment que le fanzine a une histoire de rencontre autour de... Le simple fait qu'il soit sorti à 50, 100, 150 exemplaires, c'est aussi tout simplement parce que le fait de le présenter, le fait d'avoir des retours directs, c'est quelque chose qui est ultra important. Donc je pense qu'à un moment donné, effectivement, il y a eu beaucoup, il y a Internet, alors on va se servir d'Internet, et je pense que Internet crée des réseaux qui peuvent être loin géographiquement. Mais après, effectivement, pour voir tout à l'heure, je crois que voilà, c'est celui-ci que je sortais. En fait, cet ouvrage, il y a besoin de le voir aussi, il y a besoin de le toucher, il y a besoin de... Donc je crois que les salons, après, c'est... c'est exactement ça, en fait, il y a des salons qui vont être autour vraiment du gravzine, il y a des salons qui vont être plus autour de la poésie, il y a des salons qui vont être même livres et musique, mais en tout cas, il y a vraiment des points de rencontre et je crois que c'est ultra important de se retrouver autour de ces objets, en tout cas qu'ils sont faits pour ça aussi.
faut être touché, tout à fait. Toucher, il faut toucher. Voilà. Non, mais c'est sûr que depuis 10 ans, il y a de plus en plus de salons de micro-édition qui ont apparu en Europe aussi. Quoi. Beaucoup de sérigraphies, de télésérigraphies qui sont montées un peu partout. Quoi. Et tout un réseau de distribution qui, du coup, avant, les artistes ont monté leur structure d'édition, mais pas forcément préoccupés par le fait d'organiser des festivals ou distribuer leur travail. Mais maintenant, il y a de plus en plus de jeunes artistes qui montent leur atelier, qui montent des festivals, même dans des petites villes. Et il y a tout un réseau qui est en train de se construire à l'échelle européenne. Souvent des gens qui étaient en stage chez toi, peut-être. En fait, je dirais même plus qu'un réseau, il y a vraiment cette histoire de deux. Il y a plusieurs réseaux, quoi. Il y a vraiment, je crois qu'il y a plusieurs écoles, et ouais, il y a plein de gens. Enfin, il y a vraiment les enfants, pour le coup, les enfants de Paquito Bolino qui. C'est des bâtards. Les bâtards de Paquito Bolino, mais c'est une scène qui est ultra importante, et après, il va y avoir. Je sais pas, en tout cas d'autres scènes, d'autres réseaux, et qu'il n'y a pas un réseau de micro-édition, comme tout à l'heure on parlait de une contre-culture, mais qu'il va vraiment y avoir différentes cultures différentes, qui à des moments donnés sont sur des territoires, à d'autres moments donnés se rejoignent, tout ça géographiquement ou même dans vraiment les contenus des ouvrages. On va pouvoir voir telle influence, telle influence, telle influence. Et donc, moi je crois vraiment en l'émergence de, non pas d'une scène relative au fanzine et à la micro-édition, mais de plusieurs scènes, où il peut y avoir des micro-éditions vraiment qui vont être, je sais pas, avec une ligne très claire, d'autres qui vont être autour de la sérigraphie trash, d'autres encore qui vont plus être autour de la poésie, mais le fond, c'est toujours le même, c'est cette histoire de faire par soi-même et d'avoir envie de dire quelque chose et de le dire. Avec, certaines personnes vont avoir envie de le faire avec de la gravure parce qu'ils auront envie de sortir 10 fanzines, mais ils auront pris des mois et des mois pour sortir ces 10 fanzines. Donc après on revient à ce qui est super important, cette notion de diffusion, où encore une fois, la diffusion va dans se faire par soi-même. Et c'est là où il y a plusieurs sortes de diffusion qui arrivent, Internet, les salons, le fait tout simplement d'organiser, je sais pas, même comme un vide fanzine chez soi, ou d'aller... Non, en fait, je crois qu'il y a vraiment plein de nouvelles manières de diffuser et de se rencontrer autour de l'objet imprimé qui sont ici aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a une volonté aussi de faire des livres de plus en plus beaux. Je sais pas, moi les zines que je trouvais avant, quand j'arrivais à trouver des fanzines ou des livres du dernier cri, c'était vraiment dans des rares librairies qui en faisaient, et la plupart étaient tout pourris, il y avait des trucs vraiment dégueulasses, quoi. Et aujourd'hui, j'en vois plus des comme ça, des... Il y en a encore qui en font. Ouais, on les voit pas trop. Non, mais maintenant, ils font des... Il y a des livres, des fanzines quand même bien manufacturés, bien coupés, bien machin. Il y a quand même, j'ai l'impression qu'il y a une volonté de faire des belles choses, quoi. Parce qu'il y a des formats super différents, des trucs, des livres objets, tout ça. Là, tu parlais plus de fanzines à l'ancienne, en photocopie, imprimée, un peu décalée, sans parler de la notion de sérigraphie ou gravure. C'est ça que tu voulais préciser. Et puis d'ailleurs, je sais que le premier qu'on a imprimé, nous, au dernier cri, quand il m'a remercié pour le site, on l'a fait avec mon frère, il faisait super chaud, c'était à Marseille, et il n'avait pas le temps de s'occuper de nous, on était nus. Et du coup, nous on changeait les coups, on ne savait pas vraiment faire la sérigraphie, nous avons montré vite fait, du coup notre livre était super décalé. Et c'est ce qui a fait qu'on l'a super bien vendu, parce que ça donnait un truc, je sais pas, que les gens, ça faisait fait à la main, quoi. Vraiment. Voilà. Est-ce que tu as vu plus de livres avec Louis Trotter que celui-là? Non, j'ai qu'à Quel est le livre qui t'a rapporté le plus d'argent? C'est ça la question un peu importante pour regarder. Celui-là avec Louis Trotter ou celui-là que tu as fait avec ton frère où tu as gardé tout l'argent pour toi? Si je regarde sur l'annonce, je sais pas. J'ai pas tenu les coups. Non, mais aussi il y a ça, il y a l'économie. Moi, tu es l'artiste, tu fais un livre, tu vas voir un éditeur, comment tu es payé pour ton travail, quels sont les éditeurs qui font des avances, quels sont à notre époque les éditeurs, même de BD, qui peuvent encore se permettre de payer un auteur le temps qu'il fasse son livre, quoi. Et c'est pour ça que moi, dès le départ, au dernier cri, j'ai essayé de faire des livres comme j'aurais aimé qu'on me les fasse à moi, à sérigraphie par exemple, et en fait, je paye les artistes en leur donnant l'équivalent de leur droit d'auteur ou un peu plus, un livre quand le livre est fini, quoi. Et après, chaque artiste fait ce qu'il veut, mais comme c'est des tirages à 200 exemplaires, que c'est des livres, pour moi,
Enfin, pour moi, en fait, je parle pas de fanzine, je parle même pas de micro-édition, je parle d'art. Donc pour moi, un livre, le tirage entier du livre en sérigraphie, c'est une œuvre d'art qui est découpée en petits morceaux parce que tout le monde peut se payer un livre à 20 ou à 40 euros, alors qu'un original à 5 000 euros, pas tout le monde peut le faire. Voilà, c'est tout. Donc, et je fais un peu la même chose avec les sérigraphies que j'édite, avec des artistes que vous pouvez voir dans la salle noire qui est au fond. C'est des grandes sérigraphies de 70 ans que je vends à 50 euros, qui ne sont pas signées, mais qui sont quand même des tirages limités en sérigraphie et qui permettent de souffrir des œuvres d'art au même prix qu'IKEA, et c'est beaucoup mieux. Hein. En tout cas, c'est plus motivant. C'est plus motivant d'aller dans les salons de fanzine pour vendre ses propres publications. Parce que l'argent va directement dans notre poche. Alors que quand on va dans un festival de BD et qu'on sait que pour chaque dessin on touche 1,70 €, et ben là, c'est pas le même rapport. Donc la micro-édition et l'avenir de l'édition. Voilà, on est tous d'accord. C'est ça qui rapporte. On est bien d'accord. Oui, dans la notion d'artiste qui fait des petits livres comme ça, autoproduits, j'ai l'impression qu'il y a vraiment trois cas de figure. Il y a des artistes qui s'auto-éditent comme un tremplin vers un moyen de se faire connaître et vers une réussite et pouvoir après exposer plus dans des galeries, voilà. D'autres qui se revendiquent, qui revendiquent aussi le fanzina du côté underground et comme un moyen d'expression à part entière en même temps qu'un choix de vie, et d'autres aussi qui s'en servent. J'ai eu une fois une artiste qui est venue me voir, Maëlie Bernard, qui disait aussi que le grapzine ou la micro-édition, pour elle, c'était un amusement en plus, parce que justement, il n'y avait pas ce côté grosse maison d'édition, comme tu disais, avec une pression, une certaine liberté. Voilà, est-ce que vous avez envie de rebondir par rapport à ça? Moi, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui se mélangent. Mais notamment qu'on peut à des moments donnés faire des micro-éditions ou des fanzines, mais justement, c'est ce que disait Paquito, qu'il y a quelque chose de super généreux là-dedans par le fait qu'on va toucher plus de gens, que plus de personnes vont pouvoir les acheter, mais à d'autres moments donnés, avoir une pratique d'artiste, par exemple de sculpteur, qu'aujourd'hui il y a vraiment plein, c'est le fait de on va vraiment passer d'un terrain à un autre, et qu'à un moment donné, ça peut être... c'est juste... Je répondrai en disant plus, il y a un peu les trois côtés qui se mélangent. Ça peut être à un moment donné un tremplin. En même temps, en tremplin, on en revient au fait d'auto-édition. Donc c'est vraiment, on a une idée dans la tête et l'ouvrage, il va vraiment être comme cette idée. On projette une idée. Mais dans les salons, on va pouvoir croiser Lewis Trondheim et passer vers autre chose, par exemple. Mais toujours est-il que, même la manière dont tu parles de ce premier livre que tu as fait au dernier cri, il y a quelque chose où, oui, c'est aussi comme ça que vous vouliez le faire et comme ça que vous l'aviez fait, même si vous n'aviez pas prévu les décalages. Ouais. On s'est éclaté parce que non seulement on l'a dessiné, on l'a dessiné avec mon frère, donc déjà on avait fait les beaux-arts ensemble, donc c'était super de pouvoir faire un livre au dernier cri ensemble. Pour nous, c'était même, on fait ça et après on peut mourir, quoi. Après on en a fait d'autres. Mais le fait de le dessiner et après de l'imprimer nous-mêmes, tu m'écoutes pas en fait. Le fait de l'imprimer, vraiment on avait fait le livre nous-mêmes, quoi. Bravo. On a même fait les couleurs qui étaient mauvaises apparemment. Donc voilà, c'est pour dire. Vous avez des questions? Parce qu'on peut parler pendant des heures pour raconter la même chose. Donc... Non? Vous avez des questions? Non, j'ai pas de questions, c'est gentil, mais je vais rajouter que par rapport à ce que tu disais, par rapport à la pratique de Maëlie Bernard, qui est du coup c'est un espace d'amusement en fait pour elle et de liberté. C'est quelque chose que je rencontre beaucoup parce que je travaille dans une école d'art ou dans un endroit où il y a des étudiants qui se cherchent et qui se posent des questions et qui sont là aussi pour expérimenter, pour
Donc il y a une production très importante en fait de fanzines, de trucs édités à 2, 3, 10, 20 exemplaires, ça dépend. Après il y en a quelques-uns qui s'organisent et qui montent des structures, des microstructures, comme là j'ai un exemplaire d'une structure qui s'appelle Next Level. Donc c'est des étudiants de l'école qui produisaient de la bande dessinée, qui ont fini par se monter en collectif, qui après l'école continuent à exister, donc, mais qui ont eu cette pratique de l'édition avec le matériel qu'ils avaient à disposition à l'école et qui a fini par donner quelque chose de structuré, un peu micro-structuré, on va dire. Et ce qui change aussi, c'est que je pense que dans les écoles d'art, de plus en plus, il y a des sections vraiment pour l'édition. Et que donc le livre devient vraiment une... Enfin, là, je parle aussi peut-être pour un monde aussi, on va dire plus art contemporain, peut-être plus institutionnel aussi, de personnes qui sortent de l'école. Mais il y a vraiment le livre, il devient un médium comme un autre, comme la sculpture, comme la vidéo, la performance. Et donc il y a vraiment un foisonnement aussi à ce niveau-là de personnes qui sortent d'école d'art et qui ont cette liberté d'exploiter le livre, qui à un moment donné, en tout cas dans l'art contemporain, qui était assez contestataire de faire des livres, parce que c'est s'extraire du marché de l'art, etc. Et donc maintenant, c'est plus devenu quelque chose d'assez commun. Et le marché de l'art s'écroule, il faut même quelque chose. Du coup, des livres, c'est pas mal. Ça peut toujours rentrer un peu d'argent. Oui. J'avais une question, Anne, aussi par rapport à ton fonds dans ta bibliothèque qui est dans une école d'art. Est-ce que le fonds que tu as monté, c'est uniquement des gravesines qui sont auto-édités par des élèves de l'école? Pas du tout, et même là actuellement, j'incite en fait les étudiants à venir déposer leur production à la bibliothèque, chose qu'ils ne faisaient pas avant. Parce que ça prend de la place, c'est une question que tu dois connaître, ça demande de les conserver quelque part, de les cataloguer, c'est du travail. Et là, ce que j'ai proposé, c'est d'avoir un espace ouvert et libre, dont même ils sont complètement libres avec ça, où ils peuvent déposer leur production. Venir les reprendre s'ils veulent, voilà. Mais du coup, attends, j'ai oublié ta question. C'était d'où ah oui, pardon. En fait, j'ai monté un fonds dont j'ai fait l'acquisition de quelques centaines de 100 ou 300 éditions à partir d'éditeurs qui me paraissaient, d'auteurs, d'artistes qui me paraissaient intéressants, que j'ai contactés au cas par cas. Et j'ai monté une collection qui ressemble un petit peu à celle du AAA, avec quelques différences et plus axée sur la bande dessinée du coup. Mais voilà. Donc là, c'est un fonds qui est indépendant de ce qui se fait dans l'école, mais avec lequel vient communiquer le travail des étudiants, ils s'en inspirent. Voilà. Tu veux les présenter, faire circuler quelques-uns? Ouais. Parce que comme disait Paquito aussi, l'intérêt de ces petites publications, c'est de pouvoir les feuilleter, les regarder. Donc on va vous en faire circuler. Donc on va commencer par ceux de Anne. Ça du coup c'est des livres issus de la collection du AAA. C'est une manière aussi, on parlait aussi de différentes écoles, parce que je pense qu'aujourd'hui il y a des générations un petit peu plus âgées, pardon, voilà, qui ont un style graphique un peu trash, comme on parlait tout à l'heure, mais il y a aussi dans la nouvelle génération un style aussi un petit peu trash qui est de la même école. Il y a le trash, ça va aller au trash arrêté, vous étiez un con. Je veux savoir le mot livre. Le trash, oui, monsieur. C'est la merde, les trucs qui sont là, quand on a une claire ou une crade, on s'en fout, il y a la merde, mais il n'y a pas la merde. Voilà.
et d'autres graphismes voilà, qui sont beaucoup plus gentils, tout ça. Donc je pense que le mieux c'est de vous en faire. Méchant. Voilà, on va être méchant. Voilà, méchant. Ah oui, bah c'est pas méchant. Donc voilà, c'est en les feuilletant, vous allez vous rendre compte un petit peu des différentes écoles de graphisme et aussi des manières dont ils sont faits. Parce que par exemple, il y a une petite chose comme ça qui est vraiment là pour le coup DIY. Donc c'est fait sur du papier d'école, il y a encore les spirales dessinées au bic. Enfin, c'est un artiste qui Enfin, je veux dire, on voit en les feuilletons les différentes techniques d'impression, comme un Leporello. Non, mais c'est pas possible. Regardez mon livre, on le met dans la cheminée de toute façon. Ou ce genre de choses. Enfin voilà, on vous les fait circuler, comme ça vous pouvez voir par vous-même. Je pense que c'est plus intéressant. Donc, j'en profite pour faire un petit peu de pub aussi pour la bibliothèque Forney, parce que je vois que j'ai oublié de le dire tout à l'heure quand j'ai introduit la rencontre. On a des gravesins depuis 2 ans à la bibliothèque Forney. Donc c'est un fonds qui est tout nouveau, parce que le fonds est arrivé, on est resté fermé 1 an pour travaux de rénovation. Et donc j'ai monté ce fonds avec l'aval de Lucille, notre conservatrice, parce qu'on avait déjà des livres d'artistes. Et comme la bibliothèque, pour ceux, je ne sais pas si tout le monde sait, spécialisée dans les arts, les métiers d'art, les arts décoratifs, les arts graphiques. Voilà. Donc si ça vous intéresse, on en a un petit peu plus de 700 qui sont pour 90% du fonds en libre consultation. Et donc ils ne sont pas empruntables, mais vous pouvez venir les voir. Donc on a autant des choses sérigraphiées comme ça que des choses un petit peu plus arty. Le fond est assez mélangé. Voilà. Et la collection de la BNF, les cheveux, c'est déjà on l'a consulté. Alors c'est pareil, à la BNF, il y a un certain nombre de gravesins, donc beaucoup, non pas mal du dernier cri, je crois. Beaucoup de choses, oui, enfin, il y a d'autres. Non, je dis ça parce que c'est pas consultable là-bas, on peut les ramener ici, comme ça, là, pour les voir. Mais je précise que s'il y a des gens qui veulent aller consulter, parce que au centre Richelieu de la BNF, ils ont des choses qui sont beaucoup plus. Enfin, nous on a un fonds actuel, contemporain, parce qu'on n'a pas un budget pour acheter, justement, comme il y a de la spéculation qui commence à se faire sur les gravesins. Pour certains, des premiers numéros du dernier cri vont se vendre à 1 000 €. Nous, on préfère en acheter 10 ou 20 avec cette somme de fanzines qui sont actuelles. Voilà. Mais à la BNF, il y a des fanzines, on va dire, collector, donc qui ne sont pas en libre accès, mais vous pouvez aller au site Richelieu, au département des estampes, et je vous encourage même à le faire parce que ça fera vivre ce fonds, et à demander à consulter des gravesins à la BNF. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions par rapport à... Moi, je voudrais compléter. Donc, je voudrais remercier Valérie pour tout le travail qu'elle fait depuis maintenant 2 ans autour de la création de ce fonds fanzine à Forney. Donc, vous commencez tous à connaître un petit peu de quoi il est fait. Et je trouve ça très intéressant. D'abord, elle nous a appris à découvrir le monde du fanzine, qu'on n'est pas forcément familier de ce monde. Et elle essaye justement d'être, avec nos moyens, en même temps avec la collaboration du réseau des bibliothèques de la ville de Paris, parce qu'on bénéficie, en tant que bibliothèque de conservation, des fonds de fanzines que les bibliothèques de près ne veulent pas garder. Donc on a quand même des fanzines anciens qu'on a récupérés de la médiathèque Duras. Et pas très anciens. Oui, enfin plus anciens que ceux qu'on a pu acheter depuis 2 ans. Voilà, c'est ça l'idée. Et je trouve intéressant dans la démarche de Valérie qu'elle essaye justement de refléter à la fois les tendances actuelles, parce qu'évidemment c'est ça qu'on peut s'offrir, mais aussi de donner à voir toutes ces écoles entre guillemets du fanzine. Elle sait bien nous l'expliquer.
Et elle fait vraiment un travail intéressant, quoi, qui servira à tout le monde, quoi. Alors nous, on ne les prête pas, mais on expose un petit peu différents artistes. C'est Valérie qui choisit ce qu'elle souhaite valoriser, et différentes écoles. Moi, ce qui m'intrigue un petit peu dans cette affaire, puisque je découvre peu à peu le monde, vous êtes très préoccupé par tout ce qui est édition, diffusion, micro-édition, c'est les limites justement avec le livre d'artiste, qui est une autre catégorie avec laquelle on a traité nous en bibliothèque et qu'on acquiert par ailleurs à Forney, et de plus en plus on tombe sur des objets, voilà, des beaux objets dont on se dit mais qu'est-ce qu'on fait? On les achète sur la ligne fanzine ou sur la ligne... Et qu'est-ce qui prime alors? C'est quoi? C'est la démarche, parce qu'il y a dans le livre d'artiste aussi, il y a la démarche d'un artiste qui fait toute la chaîne de production et qui après essaye de se faire connaître et de vendre. Donc pour vous, elle est... Bon, y a-t-il une différence? Oui, aucune différence. Je comprends. C'est juste que c'est des ventes plus chères, des bouquins de poésie de merde avec des gaufrages dedans, qui valent 5 000 €, tiré à 3 exemplaires. Je veux dire, souvent c'est le prix. Bah oui, c'est le prix qui fait que c'est un livre d'artiste, c'est n'importe quoi. C'est le nombre d'exemplaires qui fait que c'est un livre d'artiste, c'est n'importe quoi aussi. C'est le prix, et par contre là, la notion de fait main dans le livre d'artiste, là on peut vraiment la prendre en compte. Parce que je vois, à Forney, on a aussi des livres d'artistes, on en a à peu près 700 aussi. Alors si ça vous intéresse, par contre là, ils ne sont pas en libre accès, mais vous pouvez faire la demande et les consulter, on vous les sort avec plaisir, parce que justement, avoir des livres qui restent enfermés dans les magasins, c'est aussi le but que les gens s'y intéressent et les faire voir. Et donc on en a vraiment... Il y en a, on a l'impression qu'ils pourraient être aussi bien dans le fond des gravesines et de la micro-édition, et d'autres, c'est quand même assez flagrant, où il y a vraiment une notion très précieuse de petites découpes minutieuses. Ils sont sortis à 4 ou 5 exemplaires. Il y en a certains, bon, moi des fois je tique un peu quand je vois les prix de certains livres d'artistes, je fais ouf. Je vais encore acheter plus de fanzines que des premiers derniers cris où il y a de la spéculation dessus. Mais il y en a certains, vraiment, je reste bouche bée devant la minutie du travail. En fait, il faudrait vraiment les voir pour avoir cette notion de différence. Peut-être aussi, une fois, faire une exposition avec et des livres d'artistes et des gravesines pour les mettre aussi en parallèle. On leur fait déjà faire des vitrines communes dans l'accueil, souvent. Oui. Il y a des vitrines communes, il y a des fanzines et des livres d'artistes. Pour le visiteur, c'est transparent, vous ne savez pas de quel fond ils viennent. Nous, oui, et ça nous interroge. Je vais passer le micro à la dame derrière. Parce que j'ai l'impression qu'une fois de plus, il s'agit vraiment d'école et de définition, parce que moi, le terme livre d'artiste, ça veut sûrement pas, pour moi, ne veut sûrement pas dire la même chose que pour vous. Et pour moi, dans le livre d'artiste, je vais distinguer le livre de bibliophilie, qui va être vraiment le livre précieux, tiré à exemplaire, qui coûte plusieurs centaines d'euros, et le livre d'artiste qui est ce qu'on a sur la table aujourd'hui. Et il y a toute une histoire du livre d'artiste qui est parallèle à celle du fanzine, mais qui débute des années 50-60, où les artistes ont envie en fait de faire des livres à éditer à de nombreux exemplaires, qui coûtent peu cher, etc. Et aujourd'hui, on peut même dire qu'il y a des fanzines d'artistes, ou peu importe, mais en tout cas, il y a... Oui, le livre d'artiste, pour moi, le livre de bibliophilie n'est pas forcément du livre d'artiste, ou en tout cas, c'est vraiment pas du tout la même chose que ce qu'on a sur la table, qui est du livre d'artiste. Plus pour moi, après c'est une histoire de mots, mais c'est important de pas séparer le livre d'artiste et le fanzine, puisqu'en fait ça va vraiment ensemble, et on peut dire fanzine d'artiste si on veut, à la limite. Celui-ci, il est vraiment, c'est ce dont je parle. Il y a celui-ci aussi. J'ai une remarque, j'ai l'impression quand vous distribuez ces gravures, il n'y a pas de couverture, on voit pratiquement pas de nom, on a l'impression que c'est presque un travail de livre. Ce que je trouve un peu contradictoire avec le fait que ça pouvait être justement des façons de se faire connaître, qu'on fait dans un réseau, etc.
l'annotation c'est presque anonyme, alors je suppose qu'un livre d'artiste, c'est pas anonyme. Ouais, alors, ça a son charme, mais c'est vrai, c'est un peu surprenant. En fait, c'est anonyme, ou alors il y a aussi beaucoup de surnoms. En fait, c'est juste. C'est brouiller les pistes aussi. Enfin, c'est des choses. Enfin, la notion de tremplin, moi je ne sais pas si je suis complètement d'accord avec ou non. En tout cas, c'est sûr qu'il y a une histoire de se faire plaisir et aussi voilà, de brouiller les pistes et de se cacher et vraiment de donner le livre à voir. Moi, je voulais juste aller plus loin sur... Enfin, pareil, je suis vraiment d'accord avec cette idée. Pour moi, c'est un peu la même chose, livre d'artiste, fanzine d'artiste. C'est une histoire de définition, c'est une histoire... Enfin, Marie, la documentaliste de la Fanzinothèque, a l'habitude de dire « et fanzine qui décide de l'être ». Donc là, c'est aussi une histoire d'appropriation de réseau. Et je voulais juste donner un exemple qui va plus loin. Enfin, le prix est super important, mais certains éditeurs qui font de la sérigraphie vont revenir à... Là, on parle de 10 exemplaires, 20 exemplaires, parfois 4 ou 5 pour des livres d'artistes. Il y a des personnes qui considèrent qu'elles font du fanzine et pourtant qui vont faire des livres uniques, qui se servent de la sérigraphie en détournant la technique et pour revenir vraiment au livre unique. Enfin, j'imagine que tu l'as peut-être fait aussi. Livre unique, ouais. J'ai rien dit. Ça veut dire série. Moi, j'en ferais 1 ou 3 côtés. D'accord. Mais en tout cas, il existe cette démarche de détournement et de revenir à un seul livre réalisé en sérigraphie. Ça s'appelle des maniaques, des psychopathes. Ouais, moi, il me semble qu'au départ, le livre d'artiste, justement, il était différent du fanzine parce qu'il était exemplaire unique et c'était ça son intérêt avant de devenir bibliophilie parce que c'était un livre dont on ne pouvait pas faire, il n'y avait pas moyen de faire des multiples avec. C'était fait sur du tissu, je ne sais pas, il y a plein d'exemples de ce type-là, de livres d'artistes historiquement. Je ne sais pas, moi j'ai en tête des livres des années 70 surtout. Et maintenant c'est le marché de l'art qui fait que ça peut être catégorisé dans la bibliophilie, que les prix ont grimpé et tout. Mais au départ, c'était une création comme une autre, une œuvre d'art, sauf que le format c'était le livre. C'était pas la toile ou la sculpture, mais c'était le livre. Et je pense que la limite est là. C'est-à-dire que la micro-édition, ça peut être un livre d'artiste aussi, pourquoi pas, mais alors dans ce cas-là, des multiples. Mais le livre, ce qu'on appelait livre d'artiste au départ, je pense qu'il ne faut pas faire l'amalgame, parce que ça reste quand même une pratique. Il y a des artistes qui veulent faire un seul exemplaire. Et d'ailleurs, ils choisissent pourquoi un seul exemplaire, c'est pas un caprice, c'est parce que ça ne peut pas se reproduire. Voilà, il n'y a pas moyen de le reproduire. Il existe un seul exemplaire. Hein? Comment? Non, il y a plusieurs exemples, je ne vais pas les énumérer, mais c'est ça l'idée. Alors que vous allez voir un éditeur, n'importe lequel, même s'il fait appel à la connaissance en Chine, je ne sais pas, en Inde, je ne sais pas, pour les coupages, des trucs comme ça, et vous lui dites non, moi je veux un seul exemplaire, je peux vous le faire. Voilà, la limite, elle se fait d'elle-même. Mais je pense que depuis les années 70, les livres d'artistes, ça a peut-être un petit peu évolué. Parce que bon, moi, je ne m'occupe pas concrètement des livres d'artistes, mais je vois les collègues qui s'en occupent. En général, les artistes qui viennent les voir, il n'y a quasiment pas d'artistes qui viennent voir la bibliothèque en n'ayant fait qu'un livre. En général, bon, s'il y en a 10, c'est déjà énorme, mais ils en ont 2, 3, 5, 6. Je pose à voir. Pas forcément dans le livre, pas forcément dans le livre textile, c'est souvent des exemplaires uniques. Même dans ceux qu'on a dans nos fonds, il y en a beaucoup d'exemplaires. Non, en fait, peut-être pour repréciser ce dont parlait André tout à l'heure par rapport à cette définition d'artiste, est-ce que ça a de commun avec ce qu'on est en train de montrer là? C'est peut-être une certaine définition, peut-être plus américaine, je sais pas, des années 50-60, de justement des artistes qui prenaient l'aspect reproductible du livre
et qui en faisaient l'objet de leur œuvre. Et l'aspect reproductible, c'est aussi un moyen de court-circuiter les canaux traditionnels de l'art, les galeries, les mécènes. C'est une manière de diffuser son travail où on a les rênes en main de la production jusqu'à la diffusion. Et je crois que c'est peut-être ça qui est commun aussi au Gravezine, à toute l'esthétique punk de la fin des années 70-80, au livre d'artistes, à ce qu'on a. Et tout ça, pour moi, c'est ce qu'on appelle micro-édition, et c'est ça qui se rejoint sur la table. Je sais pas, j'ai peut-être emmêlé les pinceaux un peu, mais. On s'invite de luxe, quoi. Enfin, en tout cas, de la manière dont je l'entends, et je pense peut-être vous aussi, et la manière dont ça se rejoint dans ce qu'il y a ici sur la table, c'est justement que c'est pas un produit de luxe. C'est que c'est un. En fait, c'est même justement sortir de cette idée de l'œuvre unique, du coup, qui serait à une seule personne, qui serait visible à un seul endroit, etc. De sortir de cette idée-là pour arriver à 100 objets qui sont exactement les mêmes, dans lequel aussi le public n'est pas juste contemplatif, mais aussi va lire, va tourner les pages, donc va rentrer dans un objet, quoi, pas juste le regarder. Donc non, c'est vraiment justement sortir de cette idée de luxe. Mais après, oui, bien sûr qu'il y a aussi d'artistes luxueux. Mais en tout cas, tout ce qui est derrière la dénomination livre d'artiste n'est vraiment pas du livre luxueux. Je pense qu'il ne faut vraiment pas faire cette amalgame-là. Même, par exemple, il n'y a pas longtemps, le MAD, un salon qui s'appelle donc Multiple Arts, qui est un salon de multiples d'artistes et de livres d'artistes, où on voit ce genre de production-là, qui sont donc des livres d'artistes, qui sont des livres, qui sont des livres avec des ISBN, qui sont des livres avec des codes barres, qui pourraient être dans des librairies, dans des bibliothèques, etc. Donc voilà, il y a ça, le livre. Après, bien sûr, il y a aussi le multiple, plus le volume en 3 exemplaires, c'est aussi représenté dans ce type de salon. Mais il y a aussi, par exemple, ce genre de maison d'édition, qui s'appelle Sunset, qui font des livres qui coûtent 15 €, qui sont tirés, qu'est-ce que c'est écrit 150 exemplaires, par exemple. Donc on n'est plus du tout dans le livre luxueux, bon, c'est un peu plus que les livres de poche, c'est sûr, mais... Une chose qu'on n'a pas dite, mais qu'on a peut-être évoquée, auquel on peut penser, quand on parle des salons, la production des Gravezine et autres, c'est quand même des artistes qui dessinent pour des artistes. On a l'impression que ceux qui achètent les Gravezine sont quand même eux-mêmes des dessinateurs, illustrateurs. Il y a un petit peu de ça. Il me semble. Pas que, heureusement. Pas que, heureusement, mais quand même pas mal. J'ai toujours cette impression. Vous vous trompez. Par exemple, les graveurs, pour moi, c'est un peu pareil. Quand on va des salons de gravure, on a toujours l'impression que c'est les graveurs qui s'achètent leur. Pas que non plus, bien sûr. Mais c'est un côté assez sympathique d'ailleurs. Parce que je trouve que c'est l'illustrateur qui se donne un espace de liberté entre eux pour mûrir, pour produire des choses qui après vont peut-être accéder au plus grand public. Et je trouve que quand on parle des Gravezine ici aujourd'hui, je pense à Art Factory. J'ai l'impression qu'Art Factory est un peu dans cet univers, mais il le met déjà dans un niveau un peu plus éditorial, un peu plus grand public. Il est une étape peut-être un peu plus, il me semble. Oui, donc Art Factory, ils ont une programmation qui va un petit peu dans tous les sens. Oui, mais en fait, il y a de la vraie édition, quoi. Il y a des éditions qui est déjà. Vous avez eu de la vraie édition. Et je trouve que justement, c'est bien parce que les gens conduisent à Art Factory, qui conduisent lui-même à l'édition dessus, qui conduisent lui-même, c'est tout un cheminement, quoi. Ouais. Moi, je ne serais pas là s'il n'y avait pas ça. Oui, mais je crois qu'il y a plusieurs, forcément, il y a plusieurs paliers, plusieurs interstices, et tout dépend après des organisateurs, puisqu'il y a certains salons, en fait, des salons qui... en règle générale, je suis assez d'accord avec vous, c'est surtout, et c'est ça qui produit un espace de liberté qui est ultra grand, mais voilà, il y a pas mal cette idée de public, de personnes qui vont venir découvrir, qui font partie d'un réseau, en tout cas d'un réseau assez proche. Il existe aussi des salons, mine de rien, qui vont être beaucoup plus ouverts et qui vont accueillir plus de personnes. Et après, je crois que c'est une histoire d'organisateur à un moment donné qui
prend possession et a envie de l'ouvrir un peu plus ou a les moyens et voilà, et ça va toucher plusieurs personnes qui proviennent de territoires différents. Il y a aussi le fait qu'un factory, c'est pas une très très vieille galerie, mais quand même, ils ont plus de 20 ans. Donc avec les années, ils ont eu le temps de se développer, de créer leur public, tandis qu'il y a beaucoup de salons. C'est vrai que c'est une nouvelle tendance, les salons de micro-édition et de fanzine, qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans d'existence. Donc c'est... En plus de 20 ans, par exemple, comme le dernier cri, on a le temps de se faire connaître et de rentrer un peu dans la légende qu'en 1 an ou 2, quoi. Voilà. Non, en fait, par rapport au salon, il y a quelque chose qui est vraiment différent, des marches factories et salons. En fait, Art Factory, c'est des galeristes et ils vont aussi générer une certaine économie. La plupart des salons de micro-édition qui existent, c'est des personnes qui sont bénévoles, qui les organisent. Donc il existe des salons depuis, je dirais, un peu plus d'une dizaine d'années. On va organiser un salon 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, avec toujours cette volonté soit de toucher plus de personnes, soit de toucher différemment les personnes, en se disant, voilà, première année on fait des stands, deuxième année on va faire les stands et la musique, troisième année on va faire les ateliers et les stands. Il y a toujours cette notion de convention et de vente au milieu, mais en tout cas les choses vont dans différents endroits. Mais à un moment donné, il y a aussi tout simplement une notion d'épuisement parce que c'est énormément d'énergie. Donc je crois que c'est aussi 2 choses qui sont... là pour le coup, ce sont des paliers qui ne sont pas au même endroit. Alors, j'aime pas les livres, j'aime pas les artistes, j'aime pas les salons. J'aime les endroits où il se passe des choses qui débordent un petit peu. Et c'est pour ça qu'on a monté un salon de micro-édition de Marseille qui s'appelle le Vendetta. Mais c'est pour ça aussi que chaque fois qu'on fait le salon, on le fait aussi une exposition. Parce que tenir des stands, au bout de 20 ans, c'est un petit peu fatigant. Alors que tenir des stands au milieu d'une exposition, je trouvais ça plus intéressant. Pour changer l'ambiance d'un vernissage sur un plateau d'exposition à 1 mètre carré et changer l'ambiance aussi d'un festival, des stands, dans un coin. Donc, mais je continue. Et d'ailleurs, cette année, c'est les 25 ans du dernier cri. Dépêchez-vous avant qu'il meure. Il y aura donc les 25 ans du dernier cri à Marseille avec une expo qui durera 4 mois sur 600 mètres carrés, sur toutes les éditions et tous les artistes qu'on a édités depuis 25 ans. Et le vernissage, ce sera le 15 décembre, juste avant Noël, amener plein d'argent. Le 15 et le 16, il y aura des stands qui seront dans l'exposition. Voilà. Que dire d'autre? Poser des questions. Je peux parler de l'école d'Angoulême, parce que si j'ai commencé à faire l'édition aussi, c'est parce que la bibliothécaire de l'époque, qui s'appelait Jeannie, m'a montré des livres quand j'étais à l'école des Beaux-Arts d'Angoulême, où j'étais allé pour faire de la bande dessinée. Et malheureusement, ma carrière s'est arrêtée là. Une question par rapport à ton salon. Comment tu choisis les artistes qui exposent? Il faut qu'ils soient trash, il faut qu'ils soient violents, il faut qu'ils soient méchants. Donc il reste dans la ligne éditoriale du dernier cri. C'est pas vrai, avec un livre populaire, avec le genre de ce pas. Il faut déjà faut écrire, pour savoir qui c'est qui veut s'inscrire. Et après, en même temps, on n'est pas extensible. En même temps, on n'a pas des tonnes de place, quoi. Il y avait 60 éditeurs l'année dernière, il y avait une demi-table comme ça, quoi. Donc au bout d'un moment, je peux pas. En fait, la ville de Marseille soutient le dernier cri pour le salon d'édition, qui s'appelle le Vendetta, donc qui a commencé en 2013, quand Marseille était capitale européenne de la culture. Donc c'est la première fois où quelqu'un a pu nous aider vraiment. Moi, ça fait des années que je disais qu'il n'y avait pas de salon d'édition comme ça à Marseille. Et après, on a fait Vendetta, donc, et au bout de 2 ans, comme par hasard, le FRAC, ils ont fait 2 salons de micro-édition qui, eux, sont beaucoup plus financés que nous, bien sûr, quoi. Mais n'empêche que le premier, c'était Vendetta. Et c'est toujours Vendetta. Vous aviez une question? Oui, je me posais la question un peu de l'héritage, de l'histoire du fanzine et de la fanzine, et j'avais l'impression que c'était peut-être l'héritage d'un futur self, enfin vraiment et qu'on parlait beaucoup d'aspects, de visuels, de fabrication ce soir. En fait, à feuilleter tout ce que j'ai vu ce soir, il y a de très belles choses, mais je me pose des questions sur plutôt le contenu, les idées. On parlait de contre-culture tout à l'heure. Qu'est-ce qui reste de rugueux, d'irrévérencieux,
de polémique, de livres pas pour les enfants, quoi, des choses qui sont... j'ai l'impression que, pour avoir fréquenté aussi des salons, des choses sur la micro-édition actuelle, qu'il y a des très belles choses en risographie, des très belles couleurs, des graphismes sophistiqués, et des choses sur un peu aussi l'héritage, un peu de science-fiction, des choses comme ça, mais en termes de positionnement politique, sur des questions de drogue, de sexe, enfin plein de choses qui seraient vraiment de société. Est-ce que vous voyez beaucoup de contenu rugueux, un petit peu, où j'ai l'impression que ça se vide un peu? Alors peut-être que c'est côté défaitiste, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça se vide un peu. Ça, j'ai l'impression que c'est dû aussi au fait que c'est beaucoup justement des étudiants d'art qui font des fanzines pour l'utilisent comme tremplin ou pour se faire la main, quoi. Et que du coup, en même temps, toi-même et Paquito, vous êtes issus d'école d'art. Oui, c'est vrai. Oui. Non, mais nous, on était quand même trash. Donc, même à l'école. T'es skinhead, c'est moi qui ça me fait penser, l'année dernière, on a fait aussi une rencontre comme ça, table ronde autour du Grapzine. Et il y a Léo et Jean-Christophe qui sont venus et qui nous racontaient aussi que dans leur école d'art, ils s'étaient servis de l'atelier de sérigraphie pour faire leurs propres choses et leur propre édition. Et à l'époque, ça ne se faisait pas du tout. Donc maintenant, j'ai l'impression que dans les écoles d'art, peut-être Anne, tu vas pouvoir contredire ou confirmer que les ateliers de sérigraphie ou de gravure sont entièrement intégrés dans les écoles d'art. Et les élèves y vont spontanément, alors qu'avant c'était un petit peu marginal d'utiliser ces techniques. Parce que maintenant ils ont justement accès à ces techniques, mais je pense qu'à la base, ces étudiants qui vont se mettre à faire du fanzine n'avaient aucune culture du fanzine avant. Je pense que nous, on arrivait à l'école aux Beaux-Arts, je pense qu'on était déjà à fond dans le fanzine. Quand moi on me parlait de Kirikou, on me disait tu connais pas Kirikou? On me disait aussi tu connais, enfin mes profs qui me disaient ça, quoi. Je dis toi tu connais le dernier clip? Mais non, ben voilà, chacun sa culture. Et dernier Kirikou? Le dernier Kirikouille. C'est la pub, je testicule. Non, on parlait des écoles d'art, l'accès au matériel des écoles d'art. Moi j'ai fait donc les Beaux-Arts d'Angoulême. C'était l'école spécialisée, soi-disant, dans l'image, l'imprimé, l'édition. J'ai passé 5 ans à regarder l'atelier de sérigraphie qui était fermé, dans lequel il y avait une presse litho, une machine offset, et je ne m'en suis jamais servi. Et j'ai appris la sérigraphie en faisant un stage de ma dernière année dans l'atelier de sérigraphie à Paris. Donc c'est pas dans l'école d'art que j'ai eu accès à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de prof, parce qu'ils ne voulaient pas laisser les étudiants utiliser le matériel. C'était mauvais en plus en sérigraphie. Mais c'était fermé. Et moi j'y suis retourné, genre 15 ans après, ou 20 ans après, faire internat à l'école à Angoulême, et j'ai dit aux étudiants, ben voilà, on va faire un 15 jours, ce que j'ai pas pu faire en 5 ans. Et on l'a fait. Et c'était bien. On a cramé toute l'encre et tout le papier. Et il y a aussi, je pense, un phénomène de mode, parce qu'il y a 20 ans en arrière, la sérigraphie était un peu tombée en désuétude. Elle est revenue à la mode. Là maintenant, c'est l'impression Riso qui a pris le dessus et qui est un peu la nouvelle hype de l'impression. Donc je pense qu'aussi c'est un petit peu des choses de génération. Non, mais après, c'est juste une question d'outils. Je veux dire, par exemple, il y a les gens d'Escrapoul, ils font de la Riso depuis 30 ans. Quoi. Ils sont installés en Hollande, ils habitent pas. Donc c'est juste qu'il faut le temps que ça rentre. Je sais pas, mais le matériel était déjà là. C'est à partir du moment où ils ont transformé les machines Riso, qu'ils ont mis un tir de photocopieur, que ça ressemble à un photocopieur, que les gens ça soit servi. Mais avant, tourner une manivelle, c'était la même chose, parce que la Riso, ce n'est que de la sérigraphie. Enfin, je parlais de ça, il y a toujours eu des gens qui ont fait de la sérigraphie, de la Riso, mais plus en phénomène de mode. D'un coup, c'est à la mode la sérigraphie, donc tout le monde fait de la sérigraphie. Après, c'est de la Riso, un peu des phénomènes de masse, on va dire. Et aussi, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a un grand retour du fanzine depuis quelques années, comme il y a un grand retour du disque vinyle, voire même de la cassette audio. Parce que justement, moi je l'explique, tout a été tellement dématérialisé que des jeunes qui arrivent, qui n'étaient peut-être même pas nés quand il y avait dans la grande époque des fanzines, ont envie de nouveau d'avoir des beaux objets ou bricoler par eux-mêmes des choses.
Est-ce que ça vous parle? Non, en fait, moi je voulais surtout répondre à cette question de contenu en fait. Pour moi, le contenu, il est aussi lié à une époque et effectivement, aujourd'hui, on est sorti de cette époque où justement on a envie de crier très fort qu'on n'est pas d'accord avec une culture. Enfin, je crois que la société, juste, elle se découpe différemment et on est peut-être passé d'une culture mainstream contre-culture, une contre-culture, à différentes cultures. Je ne sais pas si elles sont contre, je ne sais pas si on peut parler de subculture ou quoi que ce soit, mais en tout cas c'est sûr qu'il y a des contenus qui sont beaucoup moins grinçants. Après pour moi ça va encore une fois vraiment avec une société où à un moment donné il y a des personnes qui se sont vraiment dit je suis contre cette société et aujourd'hui où c'est peut-être plus des histoires de passer à travers, enfin se dire bah, voilà à un moment donné je vais être ici et à un moment donné je ressors ici, mais en tout cas oui les choses elles grincent beaucoup moins. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas des contenus politiques. Les contenus politiques, par exemple, on les voit beaucoup moins. Enfin, et même dans là, les fanzines qu'on a vues, enfin, je pense par exemple aux éditions Maclean, qui eux vont faire beaucoup d'images, enfin, c'est même des images abstraites pour le coup, mais derrière ces images, il y a des notions de fantômes, il y a des notions, enfin en tout cas, ils dessinent des figures qui sont liées à de la politique. Donc je crois que ces questions, elles sont toujours ici, mais après, elles se dévoilent vraiment de différentes manières, et ce qui est sûr, c'est que c'est plus une manière qui jaillit. Enfin, tout ça a vraiment été digéré, encore une fois, non pas d'une manière, mais de plein de manières différentes. Et aujourd'hui, effectivement, mine de rien, il y a des éditions qui sont plus lisses, mais c'est pas pour ça qu'elles veulent pas dire autant de choses. Je ne sais pas si je vais dire contre la société, mais en tout cas au sujet de la société dans lesquelles, enfin, fanzine et société restent extrêmement liées. Enfin, ça, j'en suis vraiment, vraiment persuadée, que ce soit des fanzines de poésie, des fanzines de politique, des fanzines de graphisme, des fanzines de bande dessinée. On va vraiment retrouver des choses. Après, on les voit peut-être moins facilement. Enfin, ça jaillit beaucoup moins. Ça paraît moins revendicatif quand même dans l'aspect. Ouais. Là, tu parlais des ateliers Maclean. Par exemple. Mais du coup, eux, si tu dis qu'ils utilisent des figures politiques, mais qu'en fait, ils ont perdu le caractère informatif du fanzine, qu'avant, on était un peu dans un état d'urgence, il fallait parler de ces choses-là, etc., parce qu'il n'y avait pas assez de réseaux qui en parlaient. Maintenant, avec Internet et tout ça, ça s'est vraiment développé. Du coup, il y a plus ce caractère informatif. Dans les ateliers Maclean, tu dis que c'est. Mais ça reste revendicatif, mais il faut connaître, du coup, les figures, machin. Donc je sais pas, ça me fait penser à l'art contemporain, il faut lire l'étiquette pour comprendre. Enfin, c'est des amis, hein, je veux pas. Pour ressentir en fait, il y a vraiment cette histoire de sentir, de sensibilité, sensation, différentes sensibilités. C'est pas forcément comprendre, mais aller vers la sensation. Enfin, moi, je préfère vraiment le voir comme ça plutôt que ces étiquettes où il faut connaître le concept pour aller là et aller là et aller là. C'est juste à quoi est-ce que ça me fait penser, où est-ce que ça m'emmène et ce que j'en ressors moi. C'est vraiment plus une notion de sensibilité qui me semble ultra importante aujourd'hui. Et c'est là aussi où les salons sont hyper importants. C'est que moi j'adore justement passer du temps sur les stands pour poser des questions. Et c'est là aussi qu'on comprend. En fait, moi j'aime bien ce rapport-là. Peut-être parce que j'ai une éducation plus de l'art contemporain justement. Et je pense que l'art contemporain, cette idée-là de concept, de l'idée elle n'est pas dans les images mais derrière les images, je pense que c'est très présent dans le fanzine en ce moment. Mais moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, de l'idée de faut creuser en fait pour comprendre ces livres-là, il faut parler avec les personnes qui les ont faits. Mais je pense que c'est une question vraiment de culture, soit on a envie de s'en prendre plein les yeux direct, soit on a envie d'aller derrière les images, poser des questions, c'est deux approches différentes, mais le côté moins rugueux ça rend pas du tout moins intéressant ou moins politique je pense par contre. Pour ces raisons-là. Il y a d'autres façons d'être rugueux. Oui, je pense. Ouais. Est-ce que... Vous avez des questions? Il vous reste 3 minutes. J'ai marqué 23, c'est 27. Je viens de Marseille. Ah, une question, monsieur. Je ne comprends pas le terme de fanzine à l'heure actuelle. Parce que si je décompose simplement fanzine, c'est fan des résines. Voilà, c'est tout bête. J'ai l'impression qu'il n'y a plus que des graphes-zines et de la micro-édition, mais fanzine, pour moi, ça n'a plus lieu d'être. Enfin, Si, voilà, si vous pouvez m'éclairer, éclairer la lanterne à ce sujet. Je pense que Virginie
qui est Pierre Lanterne? En fait, les fanzines continuent à exister, mais comme ça, à la base, le fanzine est quand même dans des réseaux parallèles, underground, on ne va pas les trouver à la FNAC ou partout. Il faut aussi un petit peu aller à la rencontre du fanzine ou le découvrir par hasard. Mais les fanzines autres que les grapzines existent toujours. Donc évidemment, la grande époque des fanzines musicaux, c'est fini, mais il existe toujours des fanzines musicaux, des fanzines de cinéma bis Z, des fanzines politiques, des fanzines queer. Donc dans tous les domaines, des fanzines très politiques, il existe toujours des fanzines dans tous les domaines. Mais après, ça reste justement dans ce côté micro-édition, fanzina, artisanat. On ne va pas les trouver dans les grandes, à la FNAC ou chez Leclerc, mais dans quelques boutiques ou quelques salons. On remarque que dans Leclerc, maintenant, il y a des éditions de fanzine. La fondation May égale Mal. Et il y a aussi la fanzinothèque de Poitiers. Et je pense que la dimension de fanzine, elle existe aussi toujours beaucoup dans le fait que les artistes, les personnes, les auteurs qui vont faire des fanzines vont aussi souvent parler de ce qui les intéresse, de ce qu'ils aiment. Donc même si ça va être peut-être moins des rubriques un peu claires de music-zine ou des fanzines de science-fiction, etc. Il y a beaucoup dans les fanzines, je trouve en tout cas actuellement, des images trouvées, des images d'archives, des images découpées. Donc ça va être, on parle de nos groupes préférés, on parle d'une collection d'images qu'on a fait, qu'on a trouvé sur une brocante ou sur internet, peu importe. Enfin, en tout cas, parler c'est pas juste montrer, j'ai l'impression que c'est pas juste montrer son travail, par exemple son dessin ou ses textes, mais ça peut être aussi parler d'un sujet, parler d'un sujet dont on est fan, voilà, on a l'idée du fanzine, en tout cas qui reste là-dedans, je trouve. Des questions? Non. Bon, on va peut-être conclure cette rencontre parce que je ne sais pas quelle heure. Voilà, on a des collègues qui attendent aussi pour fermer la bibliothèque. Donc, merci d'être venus à tous. Donc, on vous invite donc vendredi soir au vernissage de l'exposition. Donc, l'exposition, elle démarre samedi 20 octobre. Elle aura lieu du mardi au samedi de 13h à 19h tous les jours, jusqu'au 24 novembre. Donc dans la salle du fond, il y a une rétrospective des 25 ans du dernier cri. Demain, c'est une présentation de la fanzinothèque de Poitiers qui aura dans cette salle à travers quelques cabanes et un univers graphique. Et où il y aura, vous pourrez, si vous venez à l'exposition, voir aussi concrètement, je pense que cette salle sera plus dans la tendance des nouveaux fanzines. Et au fond, le dernier cri. Les grabataires. On a mis les grabataires au fond. Mais je pense que visuellement, bon, vous avez déjà pu vous en rendre compte avec les différents fanzines qu'on a fait circuler ce soir. On commence à 14 ans. Donc voilà. Et dans le hall d'entrée, il y aura aussi un montage en papier sérigraphié et peint. De Gaspard Lequignou et Amy Rojas qui ont le duo Arrache-toi un œil, un atelier de sérigraphie, la trentaine. Donc eux, ils sont en génération intermédiaire et ils vont nous décorer avec leur montage tout le bel escalier. Voilà. C'est fatigant. J'avais pas vu,